Bienvenue dans le podcast de cette semaine sur la transformée en Z. Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez pointu, la transformée en Z. On a reçu des extraits d'un cours de maths français qui a l'air assez costaud et j'avoue que j'ai hâte de décortiquer tout ça avec vous. Ah oui, la transformer en Z. C'est un outil vraiment puissant. On ne s'en rend pas toujours compte, mais elle est partout dans notre quotidien. Exactement. Avant de se lancer dans la transformée en Z, on pourrait peut-être rappeler rapidement ce qu'est le traitement numérique du signal, juste pour planter le décor. En gros, on prend des phénomènes du monde réel, le son, les images, des données de capteurs, et on les transforme en signaux numériques, une suite de nombres, quoi. Et ensuite, on utilise des outils mathématiques pour analyser et manipuler ces signaux. Donc on passe du monde analogique au monde numérique. Ok. Et la transformée en Z, elle intervient où dans tout ça? Eh bien, imaginez la transformer en Z comme une sorte de loupe spéciale. Elle nous permet d'observer les signaux numériques sous un angle différent dans ce qu'on appelle le domaine Z. Et là, on peut découvrir des choses qu'on ne voyait pas avant. Intéressant. On peut faire un parallèle avec la transformée de Laplace, non? Absolument. La transformée en Z, c'est en quelque sorte le cousin discret de la transformée de Laplace. La transformée de Laplace, elle s'applique aux signaux continus, alors que la transformée en Z est parfaitement adaptée aux signaux numériques, qui eux sont discontinus. Deux outils différents pour deux mondes différents, en somme. Exactement. Mais avant de parler de la transformée en Z, il faut comprendre comment on passe du monde analogique au monde numérique. Ah oui, l'échantillonnage, Nebeli. On numérise le signal, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Imaginez qu'on prenne une série de photos d'un oiseau en vol. Plus on prend de photos par seconde, plus on capture le mouvement de l'oiseau de façon précise. Eh bien, l'échantillonnage, c'est un peu la même chose. On relève la valeur du signal analogique à intervalles réguliers et on obtient une série de points qui représentent le signal numérique. On découpe le signal en petits morceaux. Mais comment on fait pour être sûr de ne pas perdre d'informations importantes en faisant ça? C'est là que le théorème d'échantillonnage entre en jeu. Ce théorème nous dit qu'il faut échantillonner à une fréquence assez élevée pour capturer toute l'information du signal original. Sinon, on risque de manquer des détails importants. C'est clair. Fac là. Bon, on a parlé d'échantillonnage, maintenant revenons à notre sujet principal. La transformée en Z. Comment ça marche concrètement? Prenez un signal numérique, une suite de nombres qui évolue dans le temps. La transformée en Z prend cette suite de nombres et la transforme en une fonction mathématique. Une expression qui dépend d'une variable complexe, Z. Une variable complexe. Ça a l'air un peu compliqué tout ça. Je comprends, ça peut paraître intimidant au premier abord. Mais en fait, ce passage au domaine Z nous simplifie la vie. Des équations qui paraissent complexes dans le domaine temporel deviennent beaucoup plus faciles à manipuler dans le domaine Z. Donc c'est comme une sorte de traduction. On traduit le langage du signal dans un langage mathématique plus facile à comprendre. Exactement. Et cette traduction nous ouvre un tas de possibilités pour analyser, modifier et même créer des signaux numériques. Hâte de voir ça en action. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien voir comment la transformée en Z s'applique à des signaux concrets. Avec plaisir. Dans le cours qu'on a reçu, il y a 3 exemples de signaux fondamentaux qui illustrent bien le fonctionnement de la transformée en Z. L'impulsion de Kronecker, l'échelon unité et le signal exponentiel. On commence par l'impulsion de Kronecker. Allons-y, qu'est-ce que cette impulsion a de si spécial? Alors l'impulsion de Kronecker, c'est un signal qui est allumé pendant un seul instant, très court, puis éteint tout de suite après. Il vaut 1 à l'instant 0 et 0 partout ailleurs. Un signal très bref, donc. Et sa transformée en Z? Eh bien, c'est simple. La transformée en Z de l'impulsion de Kronecker, c'est tout simplement 1. Ah oui, effectivement, c'est simple. Et pour l'échelon unité, c'est quoi déjà? L'échelon unité, c'est comme un interrupteur qu'on allume et qui reste allumé. Il vaut 0 avant l'instant 0 et 1 à partir de l'instant 0. Et sa transformée en Z, elle est simple aussi. Un peu plus complexe, mais toujours gérable. La transformée en Z de l'échelon unité, c'est Z, Z1. Attention, cette expression n'est valable que pour certaines valeurs de Z. C'est là qu'intervient la fameuse région de convergence, nous Z. Exactement. La région de convergence, c'est la zone du plan complexe où la transformée en Z est valide. Pour l'échelon unité, cette région est définie par toutes les valeurs de Z dont la valeur absolue est supérieure à 1. Ok, donc on ne peut pas utiliser la transformée n'importe où. Et pour le signal exponentiel, qu'est-ce qu'on obtient? Le signal exponentiel, c'est un signal qui diminue ou augmente de façon exponentielle au cours du temps. Sa transformée en Z, c'est Z, Z1, où A est la base de l'exponentielle. Encore une fois, la région de convergence est importante, j'imagine. Absolument. La région de convergence dépend de la valeur de Z, et elle nous indique où la transformée en Z a un sens. C'est fascinant de voir comment la transformée en Z s'applique à ces différents signaux. Mais on a exploré le domaine Z. Maintenant, comment on revient au domaine temporel?
On ne peut pas rester coincé dans le monde des ais éternellement. Vous avez raison, Adia. Pour revenir au domaine temporel, on utilise la transformée en Z inverse. Il existe différentes techniques pour la calculer, comme la décomposition en fractions partielles, que vous avez peut-être déjà rencontrée avec la transformée de Laplace. Ah oui, on prend une expression complexe et on la découpe en morceaux plus simples. Et on peut faire la même chose avec la transformée en z. Exactement. C'est une des méthodes les plus utilisées pour calculer la transformée en Z inverse et retrouver notre signal d'origine dans le domaine temporel. Génial, Loz. On commence vraiment à comprendre la puissance de cet outil. Et ce n'est que le début. La transformée en Z a tellement d'applications fascinantes qu'on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, parlons-en de ces applications Z. Dans la prochaine partie, j'aimerais bien explorer comment la transformée en Z est utilisée concrètement. Par exemple, dans le traitement audio ou la commande de système. Vous êtes prêt à découvrir comment la transformée en Z s'applique concrètement? Carrément. J'ai entendu dire qu'elle était super importante dans la conception des filtres numériques. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. C'est une des applications les plus courantes de la transformée en Z. Les filtres qui éliminent le bruit pendant un appel, ceux qui améliorent le son de la musique, ceux qui rendent les photos plus nettes, tout ça c'est souvent grâce à la transformée en Z. C'est fou. Mais du coup, comment ça marche? Comment la transformée en Z nous aide à créer ces filtres magiques? Souvenez-vous, un filtre numérique, c'est défini par une équation. Cette équation, elle relie l'entrée du filtre, les sorties précédentes et la sortie actuelle. Et analyser cette équation directement dans le domaine temporel, ça peut vite devenir compliqué. Je veux bien quoi? Et c'est là que la transformée en Z entre en jeu. On passe du domaine temporel, où l'équation est compliquée, au domaine Z, où tout devient plus simple. On se retrouve avec une simple équation algébrique. Ah d'accord. Donc on simplifie les choses en changeant de perspective. Et ensuite on fait quoi avec cette équation? Simplifier aide. Eh bien, c'est là que la magie opère aide. Dans le domaine Z, on peut facilement analyser les propriétés du filtre. Par exemple, sa réponse en fréquence. La réponse en fréquence, c'est quoi exactement? C'est comme la carte d'identité du filtre. Elle nous dit comment le filtre modifie les différentes fréquences du signal, quelle fréquence il amplifie, quelle fréquence il atténue. Je vois. La transformée en Z nous permet de voir comment le filtre va agir sur le signal. Exactement non. Et on peut même faire l'inverse. Si on veut créer un filtre avec une réponse en fréquence bien précise, on peut utiliser la transformée en Z pour trouver l'équation du filtre dans le domaine temporel. On a un peu un logiciel de conception de filtre, quoi. On choisit ce qu'on veut et hop, la transformée en Z nous donne la recette. C'est un peu ça, oui. La transformée en Z, c'est un outil très puissant pour analyser et synthétiser des filtres. Fascinant. Mais les filtres, ce n'est qu'une application parmi d'autres. On a aussi parlé de la commande de système, non? Ah oui, la commande de système mesure. Imaginez un robot qui doit se déplacer dans un environnement complexe. On peut utiliser la transformée en Z pour modéliser le comportement du robot et ensuite on peut concevoir un contrôleur qui va permettre au robot de se déplacer de façon précise et stable. Donc, la transformée en Z nous aide à prédire et à contrôler le comportement des systèmes. Exactement. Elle nous permet de comprendre comment un système réagit aux différentes entrées et de concevoir des algorithmes de contrôle qui garantissent un fonctionnement optimal. C'est comme si on avait un chef d'orchestre qui dirigeait tous les éléments du système. Tout à fait. Et la transformée en Z, elle est utilisée dans plein d'autres domaines, comme le traitement d'images, par exemple. Ah oui, tiens. Comment ça marche pour les images? Rappelez-vous qu'une image numérique, c'est une matrice de nombres. Chaque nombre représente la luminosité d'un pixel. On peut appliquer la transformée en Z à cette matrice pour analyser l'image dans le domaine fréquentiel. Et ça nous permet de faire quoi concrètement, ça? Par exemple, on peut détecter des contours, supprimer du bruit, améliorer la netteté ou même compresser l'image sans trop perdre en qualité. C'est dingue, Yana. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière ces opérations qu'on fait tous les jours sur nos ordinateurs. Et tout ça grâce à la transformée en Z. Elle nous permet de manipuler les images de façon incroyablement précise et efficace. On a aussi vu qu'on pouvait utiliser la transformée en Z bilatérale. C'est pour les signaux qui ne commencent pas forcément à l'instant zéro, c'est ça? Exactement. La transformée en Z bilatérale, c'est une version plus générale qui permet d'analyser des signaux non causaux. Des signaux qui peuvent avoir des valeurs non nulles avant l'instant zéro. On élargit notre champ de vision temporelle, en quelque sorte. Tout à fait. Et pour compléter notre boîte à outils, on a aussi deux théorèmes importants. Le théorème de la valeur finale et le théorème de la valeur initiale. Deux théorèmes osméens. Ça a l'air sérieux.
Ne vous inquiétez pas, ils sont très utiles. Ces théorèmes, ils nous permettent de connaître le comportement d'un signal à long terme sans avoir à calculer explicitement sa transformée en z inverse. Un genre de raccourci, quoi. On peut savoir où le signal va atterrir sans avoir à faire tout le trajet. Exactement. Le théorème de la valeur finale nous donne la valeur du signal quand le temps tend vers l'infini. Et le théorème de la valeur initiale nous donne la valeur du signal à l'instant 0. On a donc un aperçu du début et de la fin sans avoir à faire tous les calculs intermédiaires. C'est pratique. Oui, ce sont des outils précieux pour analyser la stabilité et la convergence des systèmes. On a vraiment exploré un vaste sujet aujourd'hui. La transformée en Z, c'est un outil puissant qui touche à tellement de domaines. Et on n'a fait qu'effleurer la surface. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, comme la notion de pôle et de zéro. Ces concepts sont essentiels pour comprendre en profondeur la stabilité et la réponse en fréquence des systèmes. On garde ça en tête pour une prochaine exploration. Mais avant de conclure, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques propriétés clés de la transformée en Z, celles qui la rendent si puissante. On fait un petit récapitulatif. Oui, bien sûr. La transformée en Z a plusieurs atouts qui la rendent si utile. On sort le tableau noir et on récapitule les formules magiques. Ah, pas besoin de tableau noir. Mais effectivement, il y a quelques propriétés fondamentales à la base de la puissance de la transformée en Z. Et par exemple, la linéarité. On en a parlé un peu tout à l'heure, c'est important, non? Ah oui, la linéarité, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on peut distribuer la transformée en Z sur une somme de signaux. Attends, explique-moi ça plus simplement. Imagine qu'on a deux signaux et qu'on veut calculer la transformée en Z de leur somme. Eh bien, grâce à la linéarité, on peut calculer la transformée de chaque signal séparément et ensuite additionner les résultats. Ah, ok, je vois. La transformée de la somme, c'est la somme des transformées. Ça simplifie les calculs, c'est sûr. Exactement. Et la linéarité, ça marche aussi pour la multiplication par une constante. On multiplie un signal par un nombre. Sa transformée en Z est multipliée par le même nombre. Pratique la mougne. On dirait que la transformée en Z est plutôt bien élevée. Elle respecte les opérations de base. Oui, c'est ça. Et puis, il y a d'autres propriétés intéressantes qui concernent la manipulation du signal dans le temps. Si on retarde un signal d'un échantillon, par exemple, sa transformée en Z est simplement multipliée par Z1. Ah oui, on décale le signal dans le domaine Z. On multiplie par Z1 pour reculer d'un cran, facile à retenir. Exactement. Et inversement, si on avance un signal d'un échantillon, on multiplie sa transformée par Z. Enfin, pour un signal causal, on doit aussi soustraire la valeur initiale. Ok, il y a une petite subtilité pour l'avancement. Mais globalement, jouer avec le temps, ça revient à manipuler le Z dans la transformée. Tout à fait. Et ces manipulations temporelles, elles sont super utiles pour analyser et concevoir des systèmes qui ont une certaine dynamique, comme les filtres par exemple. On a aussi vu qu'on pouvait multiplier un signal par une exponentielle décroissante avant de le transformer. Ça sert à quoi au gîte Z? C'est une technique pour étudier la stabilité des systèmes. En multipliant le signal par une exponentielle décroissante, on atténue son comportement à long terme. Et du coup, on voit mieux sa réponse transitoire, comment il réagit aux changements brusques. On met des lunettes spéciales pour voir plus clairement la réaction du système. C'est ça. C'est une des nombreuses astuces que la transformée en Z nous permet de réaliser. Franchement, on a appris beaucoup de choses sur la transformée en Z aujourd'hui. C'est vraiment un outil puissant et polyvalent. Et on n'a exploré qu'une petite partie de ses applications. La transformée en Z, elle est partout. En physique, en économie, en biologie, en informatique. Incroyable. On part d'un concept mathématique et on se retrouve avec des applications concrètes dans tous les domaines. C'est la magie des maths. Et si vous voulez aller plus loin avec la transformée en Z, je vous conseille d'explorer la notion de pôle et de zéro. C'est vraiment la clé pour comprendre en profondeur la stabilité et la réponse en fréquence des systèmes. On retient un petit claque. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant. Avec plaisir. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Absolument un bon assis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Bienvenue dans le À bientôt tout le monde. podcast de cette semaine sur la transformée en Z. Bienvenue dans le podcast de cette semaine sur la transformée en Z.